Nous y travaillerons du mieux que nous pourrons. Le troisième sujet que je veux aborder ici, c'est l'Afrique qui s'exprime, l'Afrique qui parle. Le 9e congrès panafricain de Lomé fut un succès en ce sens. Ce fut un succès d'abord parce que lors de ce congrès, la parole a été libérée, la parole n'a pas été bridée. Les Afro-descendants, les Africains de toutes origines, de toutes les régions sont venus et se sont exprimés. Ça a été un succès parce que la plupart de ceux qui sont intervenus dans ce congrès que j'ai pu écouter se sont exprimés en responsabilité. Ils ont, en leurs âmes et conscience, essayé de déposer, sous la forme orale ou sous la forme écrite, les idées qui nous permettent de bâtir une Afrique inclusive pour toutes ses filles et tous ses fils. Si on a, honnêtement, envie de servir les intérêts vitaux des Africains, servir la souveraineté africaine, si on veut vraiment servir l'avènement d'une puissance stratégique africaine, il suffit d'appliquer les conclusions du 9e congrès de Lomé. Le 9e congrès panafricain. Quelques-unes de ces conclusions importantes sont celles qui portent sur la mise en place d'une citoyenneté panafricaine intégrale, permettant à tous les Africains vivant sur le continent et à tous les Afro-descendants qui le souhaitent de bénéficier d'un passeport panafricain, leur permettant de voyager dans l'ensemble des pays africains comme citoyens reconnus. Voilà une idée qui n'a pas besoin d'attendre un futur congrès panafricain pour être mise en place. Une deuxième idée a été la mutualisation des moyens scientifiques afin d'accélérer la formation des jeunes générations. Devant les 600 millions de jeunes Africains qui se préparent à entrer dans le marché du travail et à demander à leurs aînés que nous sommes de leur donner du travail, nous devons tout faire pour nous assurer qu'ils ont reçu la meilleure formation professionnelle, les meilleures qualifications, la meilleure éducation, la meilleure instruction possible, afin que, devenus des travailleurs utiles, ils soient capables eux-mêmes de préparer une Afrique toujours plus bienveillante pour les générations suivantes. Donc, voilà une deuxième mesure que les Africains peuvent mettre en œuvre sans difficulté. La mutualisation des compétences, c'est-à-dire un engagement collectif à assurer à tous les jeunes des générations actuelles les meilleures formations possibles à travers les spécialisations et les mutualisations, on va dire, compensatoires. Je veux dire que les pays qui sont par exemple en avance dans le domaine de la technologie minière doivent créer des universités minières et former la plupart des spécialistes de la sous-région. Les pays qui sont avancés en technologie militaire doivent accepter de former les meilleurs ingénieurs militaires de toute la sous-région. Les pays qui ont des instituts de sciences sociales, de sciences humaines très avancés, doivent accepter d'accueillir les meilleurs spécialistes de sciences humaines. Bref, en fait, en mutualisant les spécialités, les Africains peuvent mieux former et très rapidement des cadres hautement qualifiés. Ça peut être une solution qui est non seulement économique en termes financiers, mais qui est en même temps une solution qui intègre sur le plan de la recherche scientifique universitaire tous les bassins. Un troisième domaine dans lequel le congrès panafricain de Lomé a été l'occasion de s'exprimer, c'est, moi je l'ai entendu pas seulement de ma propre bouche, mais de celle de plusieurs congressistes, l'importance d'une amélioration qualitative de la citoyenneté intérieure, la citoyenneté nationale. Presque à l'unanimité. Tous ceux qui ont participé à ce congrès sont d'accord que la respectabilité des Africains hors de leurs frontières est en rapport avec leur respectabilité à l'intérieur de leurs propres frontières. C'est parce que nous n'avons pas suffisamment de pays africains qui respectent les droits humains de leur propre population que les Africains font partie des humains les plus méprisés dans les continents étrangers d'Amérique, d'Europe, d'Asie et j'en passe. Plus l'État, le gouvernement africain respecteront les droits et libertés fondamentales de leurs citoyens, plus les Africains d'Asie, d'Amérique, d'Europe seront respectables là où ils sont. Où on peut dire que, en réalité, le panafricanisme ne sera vivant que dès lors que les États et les gouvernements prendront soin de leur population comme ils souhaiteraient que l'on prenne soin d'eux-mêmes en tant que
dirigeants de l'État ou gouvernants, ou même tels qu'ils souhaiteraient que les pays étrangers prennent soin d'eux s'ils sont migrants ou s'ils sont expatriés. Le panafricanisme ne peut pas triompher sans un panafricanisme de proximité. Et j'ai élaboré une théorie qui fait son chemin. J'ai dit qu'il y avait 5 lieux pour vérifier si un pays africain est humain. 5. Le premier, c'est la famille. Est-ce que dans la famille, les enfants reçoivent l'éducation qu'il faut? Est-ce qu'ils reçoivent une claire compréhension des limites, des frontières entre le bien et le mal? Entre le juste et le faux? Entre le beau et le laid? Est-ce que les enfants reçoivent une colonne vertébrale morale dans la famille? Si une famille ne peut pas transmettre ses normes aux enfants, elle est un danger pour la société. Deuxième lieu où on peut vérifier le degré d'humanité d'une société, disais-je, c'est l'école. Est-ce que tous les enfants d'une génération reçoivent la meilleure instruction, la meilleure éducation, la meilleure formation possible? L'école. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une société humaine. Une société qui ne donne pas la meilleure éducation, la meilleure instruction, la meilleure formation possible à ses enfants est une société qui déshumanise. Donc, si nous étudions l'état de nos systèmes scolaires, nos systèmes universitaires, de nos systèmes de recherche, et que nous tombions tous d'accord qu'ils ne prodiguent pas aux jeunes générations la meilleure formation possible en les comparant à d'autres systèmes, nous devons reconnaître que nous sommes des sociétés inhumaines, infrahumaines. J'ai pris un troisième lieu que j'ai évoqué plusieurs fois, c'est la prison. Une société humaine ne laisse pas des innocents en prison, n'envoie pas des innocents en prison. Nous devons mener une enquête honnête sur le contenu et les habitants de nos prisons en Afrique. Est-ce que ceux qui sont en prison sont vraiment des personnes qui ont commis des infractions, c'est-à-dire des contraventions, c'est-à-dire des délits ou des crimes? Est-ce que ces personnes ont commis des contraventions, des délits ou des crimes? Ou est-ce que ces personnes, en tout cas pour certaines d'entre elles, sont en prison parce qu'on a inventé des contraventions, inventé des délits et inventé des crimes qu'on leur a attribués? Tout pays qui possède dans ses prisons des gens qui n'ont réellement pas commis d'infractions, des gens qui n'ont pas commis de délits, qui n'ont pas commis de crimes, tout pays qui a ce type de prisonniers, donc qu'on appelle les prisonniers politiques dans ces prisons, n'est pas un pays humain. Nous ne sommes pas des pays humains si des innocents croupissent dans nos prisons. Nous ne sommes pas des pays humains si ceux qui sont en prison n'ont pas violé la loi. Mais ce sont ceux qui les ont emprisonnés qui ont violé la loi. Et j'ai appelé les Africaines et les Africains à regarder chacun chez lui. Il est toujours très facile de pointer l'état des prisons dans le pays voisin. Regardons l'état des prisons au Cameroun. Regardons l'état des prisons pour ceux qui sont togolais au Togo. Ceux qui sont béninois au Bénin, ivoiriens en Côte d'Ivoire. Regardons l'état des prisons, chacun dans son pays. Est-ce qu'il y a des innocents là-bas? S'il y a des innocents là-bas, soyons logiques. Et soyons courageux pour dire que nous sommes encore une société inhumaine. Dans mon pays natal, le Cameroun, les prisons sont remplies d'innocents. Et c'est pour ça que je suis convaincu que mon pays natal est encore une société inhumaine. J'ai dit qu'il y avait un quatrième lieu où on doit éprouver le degré de valeur humaine d'une société, c'est le tribunal. Est-ce que les juges disent la justice? Ou est-ce que les juges appliquent le dictat des tout-puissants du jour? Est-ce que les juges disent la justice? Ou est-ce que les juges appliquent les verdicts qui leur ont été imposés par des espèces sonnantes et trébuchantes? Est-ce que les juges disent la justice? Ou est-ce que les juges, au contraire, protègent l'injustice? Tout pays où nous avons des juges corrompus, tout pays où nous avons des juges qui font les 4 volontés des dictateurs, tout pays où nous avons des juges qui jugent en fonction de la tête du client, c'est un pays inhumain. C'est un pays infrahumain. Et que chacun d'entre nous regarde l'état de la justice dans son pays natal. Que chacun d'entre nous regarde l'état de la justice dans son... mes amis côté Facebook, j'espère que vous avez continué à avoir une bonne diffusion. Bon, j'insiste de même donc sur l'état du tribunal. Regardons l'état de nos tribunaux. Et si nous reconnaissons que nos tribunaux vont mal,
Franchement, ayons le courage de reconnaître que notre pays n'est pas humain, qu'il est inhumain, qu'il est infrahumain. Enfin, j'ai pris, il me souvient, un 5e lieu, c'est l'hôpital. J'ai dit qu'il suffit de faire une enquête sur l'état de nos hôpitaux. Si nous sommes incapables de soigner les plus vulnérables, les plus faibles d'entre nous, nous ne sommes pas humains. Nous ne sommes pas des pays humains. Voilà 5 critères que j'ai évoqués pour défendre ce que j'ai appelé, lors de ma conférence de Lomé, la conférence de Lomé d'ailleurs, que j'avais déjà délivrée à Saint-Pétersbourg, et qui a inspiré le livre que j'ai publié ces derniers temps, à savoir le panafricanisme comme métaphysique du monde multipolaire. Cette conférence a eu son point focal sur cette théorie des 5 lieux de vérification de l'humanité d'une société. J'ai été très touché par le fait que cette théorie a été accueillie à l'unanimité. C'est-à-dire que même si l'application de cette théorie suppose une critique, chacun du régime politique dans lequel précisément il est soit opposant, soit au pouvoir, il faut reconnaître que si nous, Africains, pouvons nous réunir pour bâtir des sociétés où les familles transmettent un environnement de vie de qualité, des sociétés où l'école est de qualité, des sociétés où la prison ne détient que les délinquants et les criminels, des sociétés où le tribunal n'est pas sous le pouvoir de magistrats corrompus, des sociétés où l'hôpital est de qualité et héberge toute la vulnérabilité humaine. Si nous étions collectivement capables de bâtir des sociétés de cette nature, nous serions la plus belle et la plus puissante civilisation présente aujourd'hui sur la Terre. Donc, j'ai été positivement touché par le fait que, dès lors que l'argument était transcendant, que l'argument n'était pas un règlement de compte contre tel ou tel dirigeant de telle ou telle autocratie, mais une remise en cause collective de notre dérive vers des sociétés inhumaines. Mais alors, il était facile à tout le monde de reconnaître que, oui, une véritable société panafricaine devra être comme cela, et de reconnaître par là même, mais nous ne sommes pas tout à fait une société panafricaine, nous sommes encore une société inhumaine. Donc j'ai dit que la méthode consistait à mener une enquête chez soi. Que chacun mène une enquête chez lui, dans le pays où il est né, et il lui sera facile de savoir si elle est humaine et qu'il publie. Et qu'il publie l'enquête. Est-ce que dans mon pays, les écoles sont de qualité? Est-ce que les hôpitaux sont de qualité? Est-ce que dans mon pays, là, les innocents sont en prison? Est-ce que dans mon pays, les tribunaux sont corrompus? Est-ce que dans mon pays, l'humanité est respectée? Si tu peux répondre oui 5 fois à cette question, tu peux dire mon pays est humain. Or, en fait, c'est quoi le panafricanisme? C'est une idéologie politique qui s'est inspirée des 3 principales valeurs de la civilisation africaine, que sont la vérité, la justice et la solidarité. Si nous pratiquons pleinement la vérité, la justice et la solidarité, nous allons construire des sociétés pleinement humaines. On pourra les appeler des sociétés panafricaines ou des sociétés matocratiques. Cela dépend de nous, Africains. Ça dépend de personne. Alors que personne ne dise « j'aime l'Afrique » alors qu'il déteste ses compatriotes. Que personne ne dise « j'aime l'Afrique », ne proclame haut et fort son amour de l'Afrique, alors qu'il ne voudrait pas voir ses compatriotes bénéficier d'une justice parfaite. Que personne ne dise « j'aime l'Afrique », oh là là, je tiens à la libération de l'Afrique, alors qu'il ne voudrait pas voir ses compatriotes bénéficier d'un système éducatif de grande qualité. Que personne ne vienne nous clamer son panafricanisme ici, s'il est incapable de combattre dans son propre pays l'abandon des jeunes générations. Que personne ne vienne nous parler de panafricanisme s'il n'est pas capable de combattre l'injustice qui sévit là où il vit. Et donc, vraiment, ça a été une rencontre de très grande qualité. J'ai entendu des communications de très grande qualité. J'ai donné, pour ma part, je pense, une dizaine d'interviews à Lomé au Togo. Et alors que moi qui suis un critique traditionnel, du régime togolais, je pouvais m'attendre à ce que il ne me soit pas permis de m'exprimer comme je le voulais. Je voudrais ici dire que j'ai été agréablement surpris par la capacité des autorités togolaises à tolérer qu'une pensée critique comme la mienne s'exprime chez elles. Je souhaite que toutes les autorités africaines
que ce soit des régimes issus du néocolonialisme français, comme celui du Cameroun, ou celui du Togo, ou des régimes issus d'autres dynamiques politiques, fassent l'effort d'héberger la pensée critique dans leur territoire, d'accepter d'entendre des voix qui ne plaisent pas. Et que ces voix qui ne plaisent pas ne se laissent jamais tenter par le mimétisme de l'Occident, qu'elles ne se laissent jamais tenter par les aventures criminelles du terrorisme, qu'elles ne se laissent jamais tenter par un néocolonialisme ou un impérialisme de substitution. Il sera possible de produire une masse critique en faveur de l'émancipation africaine. Voilà le bonheur que j'ai eu de séjourner en terre du Togo, de parler, de voir, d'entendre et d'écouter. Vraiment, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Partage la vidéo et puis abonne-toi.